L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Hello la team, comment ça va aujourd'hui? La draft approche, alors je me suis dit que c'était le bon moment pour balancer à nouveau une vidéo en pleine semaine, comme ça, sans prévenir. Et ouais, j'ai pas forcément énormément de temps pour moi en ce moment, mais tant pis, je me dis que des fois, faut faire les choses à l'instinct. Du coup, vous avez compris, cette fois encore, pas de sondage Instagram pour choisir le sujet. J'ai pris ma décision comme un grand. Par contre, si vous voulez faire entendre votre voix pour le prochain vote, vous connaissez, faut aller me suivre là-bas. Mais ouais, aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature, on va parler des trades que je veux voir la semaine prochaine pour la draft NBA. Certains vont sûrement vous surprendre, d'autres vont peut-être vous paraître évidents, mais une chose est sûre, ça va envoyer du lourd. Alors installez-vous bien, préparez-vous un petit thé glacé avec cette chaleur et on commence ça tout de suite. Chaque année, la draft NBA, c'est le moment où les jeunes sont censés être mis sous le feu des projecteurs. Le moment où les équipes en galère tentent de se refaire une santé en pariant sur un prospect. Et cette année, des noms comme Cooper Flagg, Dylan Harper ou Ace Bailey devraient prendre l'essentiel de la lumière. Mais en vrai, on s'en rend compte avec le temps, ça arrive que ce soit des stars déjà établies qui finalement leur volent la vedette à ces petits jeunes. Parce que la draft, c'est pas seulement choisir un gamin de 19 ans en costard, c'est aussi et surtout un carrefour de mouvements, de deals, de rumeurs qui deviennent réalité. Et cette année, plus que jamais, ça sent la soirée agitée. Pourquoi? Eh ben tout d'abord parce que j'ai l'impression que le contexte est clairement explosif. On sort d'une saison marquée par les blessures de stars majeures, des effectifs ultra chers qui risquent de ne pas tenir économiquement, et une free agency qui s'annonce plutôt molle. Il y a peu de gros poissons disponibles sur le marché, et les franchises qui veulent se renforcer n'ont pas 36 options, elles vont devoir passer par la case transfert. Et quel meilleur moment que la draft, quand tout le monde est réuni justement pour discuter de ces moves. Il y a un an cependant, ça a été relativement calme. Le transfert le plus marquant, ça a été Deni Avdija à Portland. L'année d'avant, on avait vu Chris Paul, Bradley Beal, Kristaps Porzingis, Marcus Smart ou Jordan Poole changer de maillot dans un laps de temps aussi court que brutal. Et cette année, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on bascule à nouveau dans le chaos organisé. Faut dire en même temps que le tirage de la loterie a retourné pas mal d'attentes. On pensait que les Wizards, les Hornets ou le Jazz allaient squatter le top 3. C'est raté. Ce sont les Mavs, les Spurs et les Sixers qui raflent la mise. Des équipes qui sont pas là pour reconstruire sur 5 ans. Elles veulent gagner maintenant. Résultat, ces pics, au lieu d'être des fondations, deviennent potentiellement des monnaies d'échange. Des leviers pour aller chercher une pièce majeure tout de suite, pas dans 3 saisons. Ajoutons à ça une situation financière tendue pour beaucoup de franchises avec des règles de salary cap de plus en plus strictes, la peur de dépasser le deuxième apron est à une ligue prête à exploser à la moindre opportunité. Les équipes cherchent à se renforcer, mais sans se ruiner. Et si t'as pas la thune, pas le choix, il te faut des bonnes idées. Et puis surtout, cette classe de 2025, soyons honnêtes, elle ne fait pas non plus rêver tout le monde. Il y a du potentiel, oui, après attention, hein, surtout sur les premiers pics là, tout en haut, desquels j'attends beaucoup, mais ensuite c'est un petit peu moins la folie. Et donc forcément, il y a des GM qui se grattent la tête. Est-ce que je veux vraiment claquer un contrat rookie à 10 millions sur un joueur dont je ne suis même pas sûr qu'il sera un titulaire solide dans 2 ans? Résultat, énormément de choses sont ouvertes, et certains pics du top 5 pourraient rapidement se retrouver sur le marché. Et derrière, c'est la même chose, ça pousse aussi au portillon. Entre les équipes qui veulent monter, celles qui veulent descendre et celles qui veulent juste tout faire péter pour repartir de zéro, on est sur une soirée qui pourrait vite se transformer en foire. Alors non, je ne dis pas que tout va bouger, mais ce que je vois, c'est que tout peut bouger. Et c'est bien ça qui rend cette draft night aussi excitante. Si t'es fan de stratégie, de coups de poker et de chaos contrôlé, t'as intérêt à rester éveillé, parce qu'il y aura du bruit, du mouvement, et je l'espère, des trades qu'on n'a pas vu venir. Et justement, quels sont ces trades que moi j'aimerais bien voir arriver ce jour-là? Eh bien on en parle juste après. Parce que ouais, avant ça, faut quand même qu'on prenne une seconde pour évoquer ce qui se passe là maintenant, aujourd'hui, les finales NBA. Ok, on adore fantasmer sur la draft, les trades et l'off-season, mais le titre, lui, il se joue en ce moment, tout de suite. Et du coup, si t'as envie de vibrer encore plus fort pour cette fin de playoff, laisse-moi te parler de mon sponsor du jour, Winamax, que je remercie chaleureusement. Si Indiana est mené 3-2 actuellement, tout n'est pas perdu. Depuis le début des playoffs, Haliburton et ses potes ont l'habitude de retourner des situations mal embarquées. Là, ils ont encore une fois l'occasion de surprendre tout le monde. Leur cote pour remporter le Game 6 et forcer un Game 7 est bien plus que tentante. Du coup, si t'as envie de miser sur un comeback de légende signé Indiana, tu peux choper un joli billet. Et si tu veux tenter le coup, je te rappelle que mon lien Winamax est disponible en description. Pourquoi passer par là? Déjà parce qu'en le faisant, tu soutiens la chaîne et le taf que je fournis ici. Un
petit geste qui compte beaucoup, et surtout parce qu'avec ce lien, t'as droit à une offre de bienvenue hyper fraîche. Si ton premier pari est perdant, il est remboursé en cash jusqu'à 100 €. T'as littéralement rien à perdre, si tu gagnes c'est jackpot, si tu perds tu retrouves juste tes 100 €, tu peux même les retirer dès le lendemain. À côté de ça, si au moment de ton premier dépôt tu rentres le code LE6ème, tu recevras 10 € de pari offert en bonus, c'est cumulable, de quoi te chauffer sur un pari sans pression, et peut-être même viser encore un gros coup. Mais comme toujours, je le dis clairement, les paris sportifs c'est pas non plus un jeu anodin, c'est interdit aux mineurs, strictement, et ce n'est pas pour rien. Faut parier de façon responsable, jamais avec de l'argent que t'es prêt à perdre, le but c'est de kiffer un match, d'y ajouter du piment, pas de te foutre dans la galère ou de remplacer ton taf. Si un jour t'as un doute, que tu sens que c'est trop ou que ça te dépasse, fais une pause ou demande de l'aide, y a aucune honte à ça. Vraiment, si tu dois faire le débile et que tu vas parier sans faire preuve de cette maturité, je préfère clairement que tu t'abstiennes. Par contre, si t'as envie de vibrer un peu plus fort, de soutenir la chaîne et de tenter un joli coup sur cette fin de saison NBA, c'est maintenant que ça se joue. Et je te le répète, avec l'offre Winamax, sur ton premier pari au moins, t'as rien à perdre, tout à gagner. Les finales sont bientôt finies, c'est le moment de te faire kiffer. Sauf que tout ça, c'est bien beau, mais avant de plonger dans le grand bain des transferts, j'ai tout de même besoin de poser un petit cadre. Parce qu'il y a des équipes qu'on ne peut pas ignorer, des franchises qui pour des raisons très différentes vont être sur le fil, prêtes à dégainer, à faire des moves, soit pour changer de dimension, soit pour redresser une trajectoire qui part en vrille. Attention par contre, ce ne sera pas forcément les équipes qui seront concernées par les transferts que je vais proposer ensuite. Certaines, je les ai déjà traitées en détail dans des précédentes vidéos en évoquant des trades pour elles, et ça servirait à rien, ça vous intéresserait pas beaucoup si je faisais des doublons. N'empêche que ce sont 6 équipes qui pour moi ont pas mal de clés pour animer la soirée de la draft. Commençons par San Antonio. L'an dernier, ils ont surpris tout le monde en allant chercher De'Aaron Fox à la trade deadline. Pas forcément le move qu'on attendait d'une franchise en reconstruction, et c'est justement le message. Les Spurs ne vont pas attendre 5 ans pour entourer Wemby. Ils ont une pépite entre les mains, et ils savent qu'il faut profiter de la fenêtre. Avec le pick 2 de cette année, a priori Dylan Harper et Stephen Castle, le rookie de l'année déjà dans l'effectif, il pourrait y avoir des emboutteillages potentiels à la main. On pourrait alors imaginer un move autour de Fox qui va vite demander une prolongation et qui pourrait être gourmand. Si les Spurs ne sont pas prêts à lui filer les ronds, ils pourraient lui dire au revoir. Et pourquoi pas en profiter pour faire venir une autre superstar. Avec leur package de jeunes, de pics et leur cap, on peut s'attendre à tout du côté de San Antonio. Charlotte maintenant, évidemment leur pic fort attire l'attention, mais c'est surtout le reste qui m'intrigue. Ils ont les pics 33 et 34, et dans une draft comme celle-là, avec beaucoup d'incertitudes, ça peut suffire pour gratter un autre choix en fin de premier tour. Boston, par exemple, pourrait vouloir trade down pour économiser du fric, tout comme Phoenix qui a besoin de role-player à faible coût. Et puis Mark Williams a déjà été mis dans un deal avec les Lakers en février qui a capoté. On voit mal comment les Hornets pourraient faire comme si de rien n'était aujourd'hui. Et si vraiment ils veulent faire péter le marché, la Melo Ball pourrait bien finir sur les tablettes de plusieurs franchises en mal de créativité offensive, comme Houston, Orlando ou Portland. Ça fait pas mal de levier pour une équipe qui n'a plus grand chose à perdre. Les Kings, eux, sont dans une situation presque ironique. Ils avaient des embouteillages au poste 1 avec Haliburton et Fox, aujourd'hui ils n'ont plus aucun des deux, et forcément, depuis, ils cherchent un nouveau meneur, un nouveau playmaker. On parle de Marcus Smart, de Jrue Holiday, de Malcolm Brogdon, des profils bien différents, mais avec un point commun, ce sont tous des guards vétérans qui ne feront pas avancer le projet sur le long terme, mais qui peuvent recadrer un groupe perdu. Et ce n'est pas le seul indice qui laisse penser que ça pourrait bouger du côté de Sacramento. Ouais, selon certaines rumeurs, les Kings veulent aussi monter dans le premier tour, et si l'on en croit certains agents, ils auraient déjà des accords pour choper un pic dans le top 20. Ça montre qu'ils sont actifs, voire très actifs. La question, c'est surtout jusqu'où sont-ils prêts à aller. Ils doivent bouger quelque chose, c'est sûr. Reste à voir s'ils ont le courage d'exploser leur noyau. Houston, par contre, ils sont déjà armés jusqu'aux dents. Pick 10, une tonne de jeunes, un Şengün All-Star pas encore payé comme tel, et un Jalen Green qui peine à convaincre et qui semble déjà sur la sellette. Ils ont aussi le fameux pic non protégé des Suns en 2027, un bijou. Tout ça, c'est un puzzle parfait pour aller chercher une star, et c'est clairement le plan. Giannis, KD, les rumeurs sont là. À Houston, je pense qu'on s'en fout d'ajouter encore un autre nouveau potentiel avec un choix numéro 10. Non, on veut progresser maintenant. Et franchement, ça donne la forte impression qu'ils pourraient bouger jeudi prochain. Après, les Nets, c'est encore un autre délire. Ils ont le cap space, ils ont les pics 8, 19, 26 et 27, et ils ont des joueurs tradables comme Cam Johnson. En gros, ils peuvent monter dans la draft, faire du salary dump, jouer les facilitateurs dans des deals à 3 équipes, et même aller chercher une star si l'occasion se présente. Ils ont tout à fait les outils nécessaires pour faire exploser tout le board à tout moment. S'ils veulent remonter dans le top 4, clairement, ils en ont les moyens. Reste à savoir maintenant s'ils jugent que le talent présent en haut de cette draft mérite ce genre d'investissement. Et enfin les Celtics, sur lesquels je ne vais pas trop m'éterniser, car comme sur les Spurs, j'ai déjà fait une vidéo sur leur cas. Avec la blessure de Tatum et le second Apron, l'addition s'annonce très salée pour une équipe qui aura vraiment du mal à viser le titre. Les nouveaux proprios ne vont pas lâcher un demi-milliard de dollars juste pour faire bonne figure, il faut donc alléger les finances.
Donc même si Boston ne bouge pas le soir même de la draft, faudra les surveiller, ils vont devoir réduire la voilure, soit cet été, soit d'ici la deadline. Porzingis, Holiday, voire d'autres pourraient très bien être sur le départ pour alléger la masse salariale. Les 6 peuvent ainsi être impliqués dans pas mal de scénarios, un domino discret mais important mine de rien. Bref, ces 6 équipes-là, et même d'autres, mais en particulier ces 6-là, elles seront à surveiller de près je pense. À mon sens, elles ont soit les moyens, soit le besoin, soit l'envie, tout simplement, de bouger jeudi prochain. Et quand on sait à quel point une soirée de draft peut partir dans tous les sens, il suffit sûrement d'un petit coup de fil pour déclencher une tempête qui pourrait devenir assez folle. Et bien sûr, moi, mon but aujourd'hui, ça va être d'anticiper au maximum quels dominos peuvent tomber dans une semaine. Par contre, avant d'en arriver là, petit disclaimer, c'est nécessaire afin que vous compreniez bien mon travail. Ce que je vais vous proposer là, ce ne sont pas des prédictions. Malheureusement, je ne suis pas Shams, je ne suis pas Vosges et je n'ai aucun scoop. Non, ce sont des idées, des projections subjectives et surtout des scénarios que j'aimerais voir, personnellement, le soir de la draft. Si les 6 trades que je vais vous présenter se réalisent tous, on parlera probablement de la soirée de draft la plus folle de l'histoire, et soyons clairs, il n'y a aucune chance que ça arrive. Ceci dit, ces trades-là me semblent crédibles, intéressants et surtout en adéquation avec les objectifs et les situations des franchises concernées. Même si rien ne se conclut, je pense que ce ne serait pas idiot justement pour les GM de ces teams d'y réfléchir au moins un petit peu dans une semaine. Et le premier truc que je vais vous présenter, justement, peu de monde en parle, alors que pour moi ça coule presque de source. Peut-être bien que c'est parce qu'à première vue ça peut paraître complètement déséquilibré. Les Mavericks enverraient leur first pick aux Spurs contre le pick 2, le pick 14 et un futur premier choix en provenance des Hawks. Et ouais, on parle de Cooper Flagg. Si l'on exclut Wembanyama, c'est le prospect le plus attendu depuis Zion Williamson, certains diraient même depuis Anthony Davis. Mais justement, c'est parce qu'il est aussi attendu que le deal mérite d'être creusé. Côté San Antonio, ça paraît presque trop logique une idée pareille. Si tu peux aligner Flagg et Wemby sur un parquet NBA pour les 10 prochaines années, tu ne réfléchis pas trop longtemps. Un remix de Duncan et Robinson version 2025, l'un est déjà un monstre défensif, l'autre a tout pour le devenir. L'alchimie potentielle entre les deux est folle, et si t'ajoutes derrière un backcourt jeune et dynamique comme Stephen Castle et De'Aaron Fox, c'est fou. C'est pas juste un line-up qui fait potentiellement rêver, c'est un futur cauchemar pour absolument toute la ligue. Mais alors pourquoi les Mavericks feraient ça? Eh bien c'est là que ça devient intéressant. Parce que dans l'absolu non, tu ne trades pas ton first pick si dans l'équation tu peux avoir Cooper Flagg. Mais on parle de Dallas. On parle de Nico Harrison, le même qui a déjà envoyé Luka Doncic aux Lakers. Depuis ce moment-là, son image est flinguée, l'organisation est en feu et les sponsors ont flippé. La fanbase est en PLS, et malgré ça il répète en boucle que le projet reste compétitif à court terme. Dans cette logique-là, récupérer 2 loteries pick de cette année plus un futur premier tour en 2027, c'est loin d'être absurde. T'échanges ton pick 1 contre ton pick 2, t'en gagnes 2 de plus dans l'histoire, tout ça pour reculer seulement d'un seul rang. Finalement, c'est une belle offre. À la place de Flagg, Dallas drafterait Dylan Harper, gros upside à la main, combo guard puissant, capable d'apprendre dans l'ombre de Kyrie pendant que ce dernier revient de sa blessure. À court terme, ça équilibre mieux ton effectif, surtout quand t'as déjà une brochette d'ailier et d'intérieur. Et surtout, tu recrées une certaine réserve de pick, parce que de ce côté-là, Dallas n'a presque plus rien sur le coude jusqu'à 2030. Mais faut pas se mentir, c'est très risqué, c'est un pari, un énorme pari. Si Flagg devient le franchise player que tout le monde attend et que Harper plafonne, Harrison est fini. C'est le genre de move qui te coûte ton job, qui coupe ta tête. D'autant plus que pour l'instant, rien ne laisse penser que Dallas ne l'aime pas. Au contraire, tout indique qu'ils vont le drafter et essayer de l'associer à Anthony Davis et Kyrie Irving pour tenter un coup dès l'an prochain. Flagg, malgré ses 18 ans, a le profil pour les aider maintenant, mais aussi il est capable d'incarner leur avenir en même temps. Donc voilà où on en est. Sportivement, à première vue, le trade peut avoir du sens pour les deux camps. D'un côté, les Spurs accélèrent leur timeline sans sacrifier leur avenir. De l'autre, les Mavs récupèrent des assets, un meneur du futur et peuvent rester dans leur logique court-termiste en équilibrant davantage l'effectif, avec plus d'arrière, notamment avec la blessure de Kyrie. Mais politiquement, en interne à Dallas, c'est extrêmement chaud, la franchise est déjà sur un fil, et un move comme ça, aussi bien construit soit-il, pourrait tout faire basculer du mauvais côté. Le risque est beaucoup trop gros, je pense, pour le front office. Probabilité que ça arrive le soir de la draft, donc très faible, j'en suis conscient. N'empêche que je voulais quand même l'évoquer, parce qu'avec Nico Harrison, maintenant je m'attends à tout. Mais maintenant, fermez les yeux quelques secondes et imaginez ce move. Le soir de la draft, Kevin Durant atterrit à Philadelphie, Paul George prend la direction de Phoenix et le pick numéro 3 file dans le désert avec lui. Sur le papier, ouais, ça fait lever les sourcils, mais si on gratte un peu, on voit que ce n'est pas juste une lubie de fan sur la trade machine, c'est un échange qui répond à une logique bien précise des deux côtés, et c'est justement pour ça qu'il pourrait, j'insiste sur le conditionnel, avoir un minimum de sens. Côté Sixers, on sort d'une saison catastrophique, vraiment. 24 victoires, 58 défaites, Embiid à l'infirmerie la moitié du temps, Paul George très loin de ce qu'on pouvait espérer de lui, et un effectif qui n'a jamais trouvé son rythme. La
La seule lumière dans cette pénombre, la loterie, qui a offert à Philly un cadeau tombé du ciel, le pick numéro 3. Et c'est là que Daryl Morey entre en scène. Le gars n'est pas du genre à construire patiemment sur 5 ans. Lui, il voit une fenêtre avec Embiid et Maxey qui est encore ouverte, ou au moins entrouverte, et tant qu'il peut, il veut la défoncer. Si tu me dis que Philly peut transformer Paul George plus pick 3 contre Kevin Durant plus pick 29, bah forcément j'écoute. Parce que oui, malgré ses 36 ans, KD reste l'un des meilleurs attaquants de la planète. C'est un fit naturel aux côtés d'un créateur comme Maxey et d'un pivot dominant comme Embiid. Là où George hésite, Durant exécute. Et même si sa défense n'est plus ce qu'elle était, il n'est pas censé porter l'équipe comme à OKC ou à Brooklyn. Il viendrait ici pour finir le travail, et ça c'est exactement ce dont les Sixers ont besoin aujourd'hui. Mais évidemment, pour avoir KD, il y a un prix à payer. Le pick numéro 3, c'est pas rien. Ace Bailey, VJ Edgecombe ou même un pivot du calibre d'un Maluak ou d'un Queen, c'est un potentiel All-Star sous contrat rookie qui débarque à Phoenix, et on le sacrifie pour un joueur en fin de carrière, avec des pépins physiques, c'est un all-in total. En faisant un tel move, tu joues toute ta crédibilité de GM sur 2 saisons, grand max, voire même une seule, vu que Durant est free agent en 2026. Parce que si Embiid se blesse encore, et c'est pas comme si c'était improbable, tu te retrouves sans avenir, sans pic, avec un KD en fin de contrat et une masse salariale explosive. C'est le genre de trade qui peut faire sauter ta franchise, ou t'amener en finale NBA. Y a pas de juste milieu. Et en face, le truc, c'est que pour Phoenix, c'est encore plus tendu. Matisse Bia pensait avoir monté un Big 3 injouable avec Booker, Bill et Durant. Résultat, même pas de playoff, zéro marge de manœuvre, pas de pic, une masse salariale incontrôlable et un vestiaire qui a l'air aussi soudé qu'une équipe de Summer League. Le seul asset qui a encore un peu de valeur, à part Booker, a priori intouchable, c'est KD. Et si tu veux le vendre correctement, c'est maintenant ou jamais. Par contre, c'est clair, absorber le contrat de Paul George, ça peut être extrêmement dur à avaler. 3 ans à 160 millions pour un joueur qui n'a plus la même explosivité, c'est presque une punition. Mais s'il faut passer par là pour mettre la main sur le pick 3, peut-être que Phoenix peut y réfléchir. Pourquoi ? Parce qu'avec ce choix, tu peux enfin avoir des pistes pour reconstruire plus tard autour de Booker. Tu peux repartir avec un jeune plein de talent, un espoir qui redonne un cap à cette équipe. Bailey ou Edgecombe, ce serait un bon début. Et Paul George, dans un rôle de mentor, de vétéran encore capable d'être solide quand il est en forme, peut garder Phoenix dans le coup pendant la transition. Pourquoi pas ? Mais soyons lucides, ce transfert a beau être intéressant, il n'a rien d'évident. D'abord parce qu'aucun signal clair ne sort de Philly. Selon plusieurs insiders, le front office ne veut pas forcément coller Paul George dans un package avec le pick 3. Il se pourrait même qu'il préfère monter ou descendre dans la draft, plutôt que de tout bazarder. Ensuite parce que Phoenix devra payer très cher 2 vétérans qui n'apportent presque plus rien. Bradley Beal et PG-13. Tout ça, ça peut être très dur à encaisser. N'empêche que c'est une solution, parmi d'autres, qui peut redonner un petit peu d'avenir à cette franchise en dérive. Bref, c'est un trade qui fait sens stratégiquement, mais qui des deux côtés peut s'avérer très risqué sportivement, et potentiellement devenir lose-lose. Et c'est justement pour ça que j'aimerais voir une telle bombe exploser la semaine prochaine. C'est exactement le genre de deal qui redessine la carte NBA. Un vrai coup de poker à la Morey, une tentative désespérée des Suns pour exister, un trade qui peut ruiner 2 franchises ou relancer 2 dynamiques. C'est exactement le style de truc qu'on veut voir, assez fou. Pour moi, c'est exactement ça la magie de la soirée de la draft. Mais allez, je m'enflamme, je le sens, alors partons sur un truc un petit peu plus calme. Le trade dont je vais vous parler maintenant, c'est peut-être pas celui qui va faire le plus de bruit, mais c'est peut-être un des plus cohérents. Les Lakers reçoivent Jarrett Allen et Isaac Okoro, les Cavs, eux, récupèrent Rui Hachimura, Dalton Connect, Shake Milton, Maxi Kleber, un swap en 2030 et un premier tour non protégé en 2031. Et là, honnêtement, même si ça ne paraît peut-être pas si évident que ça au premier abord, les deux camps peuvent y trouver leur compte. Côté Lakers, on règle enfin le casse-tête du poste 5, et depuis le trade d'Anthony Davis à Dallas pour Luka Doncic, la raquette de LA est un désert. Les playoffs l'ont encore montré. Contre Minnesota, il manquait à JJ Redick un mec capable de défendre le cercle, d'absorber les rebonds et de poser de vrais écrans pour Luka. Et justement, Jarrett Allen, c'est le prototype du big man moderne qu'il faut à ces Lakers. Solide protecteur de cercle, excellent finisseur et surtout maître du jeu dans le costume de rollman. Ce genre de profil vertical, mobile, qui met de l'intensité sans bouffer trop de ballons, ça colle parfaitement avec ce que Pelinka avait décrit comme priorité pour le poste de pivot. Surtout que Jarrett Allen, c'est pas juste un grand qui saute très haut. Il est smart, il défend bien en switch, il gère les tirs au périmètre et il connaît son rôle, il bouge bien, il ne râle pas, il est dans l'ombre mais toujours efficace. On parle d'un gars qui a permis à Cleveland de se retrouver dans le haut de l'Est pendant 4 saisons consécutives. Et en plus, il n'est payé que 20 millions l'année prochaine, avant de partir sur une extension très correcte au vu du marché. Clairement un joueur que tu peux mettre tout de suite aux côtés de LeBron et Luka, mais que tu peux aussi garder pour penser au futur. Et oui, on l'oublie souvent, mais le pivot n'a que 27 ans. À côté de ça, l'arrivée de Isaac Okoro passe davantage sous les radars, mais elle a du sens elle aussi. Défenseur de qualité sur les postes 2 et 3, capable de tenir physiquement face à la majorité des gardes NBA, il a progressé au tir à 3 points et peut apporter un vrai coup de main sur les ailes, là où les Lakers manquent aussi de profondeur. Ce n'est pas un game changer, mais c'est un bon role player qui peut très bien compléter une rotation de playoff. Après, évidemment, le package reste conséquent.
ans. Ces deux gars-là, tu peux pas non plus les obtenir pour rien. Hachimura, même s'il est inconstant, reste un joueur jeune, long, capable de créer un peu en attaque. Dalton Connect, c'est un rookie avec un vrai potentiel de shooter, et Kleber ou Milton sont des contrats expirants qui peuvent dépanner dans la rotation. Ça commence à être pas mal, surtout si on ajoute le pic 2031 et le pic swap. Ça va rester des assets précieux dans un avenir incertain. Et c'est justement pour ça que Cleveland peut être tenté. Après une saison à 64 victoires mais un énième crash en playoff, le front office commence à se poser des questions. Ils sont au bord du second tape run, la masse salariale explose avec les extensions de Mitchell et Mobley, et clairement un move s'impose. Résultat, au vu de la situation, j'ai l'impression que Allen devient le maillon le plus sacrifiable. Ouais, après les Cavaliers pourraient le conserver une année de plus pour tenter à nouveau quelque chose en 2026, mais ça a échoué plusieurs fois, et financièrement ça me semble difficilement viable. Et mine de rien, même si son départ peut faire du mal dans la raquette, j'aime bien les options que ça offre à Kenny Atkinson. Ce transfert permet aux Cavaliers de glisser Mobley au poste 5, là où beaucoup pensent qu'il est le plus utile à long terme. Rui peut démarrer au poste 4, Connect peut développer son tir dans un rôle de sniper, et les contrats expirants libèrent de la flexibilité financière. En bonus, les deux assets envoyés par Los Angeles peuvent servir pour un move plus gros d'ici la deadline ou à l'intersaison suivante. C'est un deal plus stratégique que sportif, mais il permet à Cleveland de reprendre la main sur sa construction d'effectifs. Cependant, clairement, avec ce deal à court terme, les Cavs deviennent une moins bonne équipe, et après 3 échecs successifs en playoff, faire un pas en arrière peut être dangereux, surtout si la santé de Mitchell reste fragile. C'est un pari, mais un pari qui peut faire du bien d'un point de vue financier. Quant à la probabilité de ce trade le soir de la draft, eh bien je dirais qu'elle reste assez faible encore une fois. Cleveland ne va pas vouloir brader Allen, ils trouveront peut-être mieux, ils sont ouverts mais pas forcément pressés. Côté Lakers, ils doivent se demander s'ils veulent envoyer leurs rares pics restants pour Allen ou s'ils préfèrent les utiliser dans un move encore plus ambitieux, plus tard. Cependant, si le board pense qu'Allen est le pivot idéal pour compléter leur duo Luka-LeBron, alors ce trade peut devenir très concret très vite, et franchement moi je le valide. Puis vu qu'il n'implique pas directement de pic pour 2025, il peut aussi avoir lieu plus tard pour l'off-season, les deux teams ont encore le temps de négocier. Cependant, imaginez Altman et Pelinka en discuter le soir de la draft pourrait encore largement accélérer les choses. Et ok, là maintenant on a un vrai deal qui fait réfléchir. LaMelo Ball à Orlando contre Jalen Suggs, Jet Howard et 2 premiers tours de draft dans le pic 25 des Nuggets en 2025. Et je vais être honnête, c'est le genre de trade qui peut paraître déséquilibré à première vue, mais plus tu creuses, plus t'as envie d'y croire. Du côté du Magic, c'est limpide. Ils sont peut-être à encore un move de passer un cap, et on le sent bien, ça s'active en ce moment dans les bureaux. La saison dernière, ils ont fait les playoffs, ils ont embêté Boston au premier tour, mais on a tous vu la limite. Leur attaque était trop souvent stagnante, leur playmaking trop dépendant de Paolo Banchero, et leur création de tir un vrai souci dans les moments chauds. Le plus gros problème pour moi, c'était surtout leur meneur, il n'était absolument pas au niveau. Par contre, Desmond Bane vient d'arriver là, et ça prouve que le Magic veut aller de l'avant, sauf que même s'il peut porter la balle, ça ne résout toujours pas le souci au poste 1. On parle quand même d'une équipe qui a fini sa série de playoffs avec Corey Joseph en tant que titulaire. Non, vraiment, et même si j'adore Bane, je préfère le voir jouer off-ball que l'imaginer en tant que créateur principal. Du coup, je me dis que LaMelo Ball, ça peut être une upgrade immédiate pour mener le jeu. Il coche toutes les cases offensives, 25 points de moyenne cette saison malgré les blessures, une créativité folle, une capacité à jouer en transition qui colle parfaitement avec les profils athlétiques de Wagner et Banchero. Desmond Bane, c'est pareil, il avait l'habitude de jouer avec Morant, il évoluera avec un autre meneur dominant. Et surtout, le volume à 3 points de LaMelo, plus de 10 tentatives par match, ça change toute la géométrie du terrain pour Orlando. Tu files des espaces à Paolo, à Franz, à Desmond, tu décharges un peu tout le monde de la création et tu rends ton attaque tout simplement vivable dans les moments importants. Même s'il n'est pas parfait, il défend peu, il se blesse souvent, LaMelo c'est l'étincelle offensive que cette équipe n'a jamais vraiment eu depuis quand? Dwight Howard? Un quatuor, Ball, Bane, Wagner, Banchero, ça commence à avoir une sacrée gueule. Mais alors, pourquoi Charlotte accepterait ça? Eh bien c'est justement là que ça devient intéressant. Parce que d'un côté tu peux te dire que c'est trop peu cette contrepartie pour un mec qui tourne en 25-7-5, qui est All-Star, encore jeune et sous contrat jusqu'en 2029. Mais d'un autre, t'as cette réalité brutale. LaMelo, ça fait 3 saisons de suite qu'il joue moins de la moitié des matchs, il n'a jamais porté cette équipe vers quoi que ce soit de concret, et avec le contrat qui gonfle là, à 45 millions en 2029, le risque de le voir perdre encore plus de valeur en cas de nouvelle blessure est bien réel. Et puis surtout, Charlotte a peut-être enfin besoin de tourner une nouvelle page. LaMelo ça marche pas, ils l'ont déjà vu. Construire autour de Brandon Miller, du pick 4, peut-être Vijay Jocombe, et récupérer un profil complémentaire comme Jalen Suggs, plus défensif, qui peut jouer off-ball et laisser des responsabilités à Miller, ça a du sens. En plus tu rajoutes Jet Howard, un shooter jeune à développer, et 2 premiers tours de draft. Ça te donne de la flexibilité pour consolider ton noyau jeune sans le contrat plombant de LaMelo. Bon maintenant, est-ce que ce trade est probable pour le soir de la draft? Honnêtement, j'y crois peu. Les deals intra-division, ça reste toujours très compliqué.
Charlotte pourrait vouloir temporiser, observer à quel niveau la mélo revient, et peut-être attendre une meilleure offre. Et du côté d'Orlando, faut aussi que la franchise accepte de sacrifier Suggs, qui est adoré en interne et qui représente un peu l'âme défensive de cette équipe. C'est un peu le chouchou des fans en vrai, et pas certain qu'il soit si transférable que ça vu ce qu'il apporte en défense. Et sur le papier, c'est pour ça que j'en parle, c'est ce que j'apprécie, c'est que ce deal raconte une vraie histoire pour les deux teams. Pour Orlando, après l'arrivée de Bane, c'est celle de l'ambition et de la volonté de passer au niveau supérieur. Pour Charlotte, c'est celle de la reconstruction et du réalignement autour d'un autre projet après celui-ci qui n'a pas fonctionné. Maintenant, j'en suis conscient, c'est peut-être pas le blockbuster le plus sensé, n'empêche que pour moi c'est le plus flashy. Du coup, pour se calmer un peu, on enchaîne sur un trade un peu moins clinquant entre le Heat et les Kings. DeMar DeRozan débarque en Floride en échange de Terry Rozier, Jaime Jaquez Jr. et le pick 20 de la draft 2025. Ça ne change pas la face de la NBA, c'est sûr, mais je trouve tout de même ça intéressant qu'on s'attarde un petit peu dessus. Côté Miami, ça fait des mois qu'on sent qu'ils veulent sortir de cette espèce de ventre mou dans lequel ils stagnent depuis les finales 2023. Et dans un monde où Kevin Durant semble un rêve inaccessible et où aucun autre gros poisson de ce profil, DeMar DeRozan représente peut-être le juste milieu. Pas un game changer absolu, mais un vétéran encore très solide, capable d'assumer des responsabilités offensives sans faire exploser le salary cap ou vider le peu d'assets que le Heat possède. Le type tourne encore à 22 points par match, il est clutch, fiable physiquement, et il ferait un bien fou dans une équipe qui a beaucoup trop demandé à Tyler Herro ces derniers mois. Le tout en se débarrassant du contrat de Terry Rozier qui coûte très cher et qui n'a pas vraiment réussi à s'adapter du côté de la Floride. Alors oui, DeRozan n'est pas un sniper à 3 points et c'est un vrai problème dans le système offensif souvent congestionné du Heat. Il aime les mêmes zones que Bam, et ça pourrait clairement bouchonner dans le mid-range. Mais bon, ça a fonctionné avec Butler, pourquoi pas avec DeMar. Par contre, défensivement, il n'est plus qu'une ombre, ce qui pose souci pour une équipe qui a toujours misé sur son intensité des deux côtés du terrain. Mais encore une fois, on parle ici d'un move à coût réduit qui permettrait à Miami de rester compétitif dans une conférence Est ultra dense sans pour autant hypothéquer son avenir. Et justement, en parlant d'avenir, avec ce move-là, Sacramento commence enfin peut-être à l'envisager sérieusement. On ne va pas se mentir, garder DeRozan à 35 ans, ça n'a aucun sens. Le projet avec lui et Zach LaVine, c'est du Chicago bis et on a vu ce que ça a donné. Le duo est limité, surtout sur les aspects défensifs et dans la création collective. Il fallait une porte de sortie et ce trade en est une. En récupérant Rozier, les Kings ne récupèrent peut-être pas le meneur qu'ils voulaient, mais au moins ils ont un meneur de transition. Pas idéal, c'est vrai, mais suffisant pour dépanner pendant un an. À côté de ça, ils récupèrent un pick au premier tour de cette draft 2025, chose qu'ils n'avaient pas cette saison. Ce pick 20 pourrait leur permettre d'aller chercher un vrai meneur d'avenir, un profil à la Nolan Traoré par exemple, tout en offrant à Rozier un rôle clair en attendant. Puis ils récupèrent Jaime Jaquez Jr. aussi, un joueur encore jeune mais déjà bien formé, capable de défendre, de scorer un peu, de jouer dur, typiquement le genre de role player que tu veux dans un noyau en reconstruction. Ce n'est pas un package hyper sexy pour DeRozan, c'est sûr, mais soyons lucides, il n'a pas non plus une immense valeur marchande. Ce trade pour Sacramento, c'est le début du reset, une remise à plat qui pourrait d'ailleurs impliquer d'autres moves dans les mois à venir. LaVine, voire même Sabonis pourraient aussi faire leur valise si la franchise assume ce virage. Alors est-ce que ce deal pourrait arriver le soir de la draft? Honnêtement, cette fois-ci, je me dis pourquoi pas. C'est le genre d'échange qui se fait pendant que les gros dossiers dorment, il est logique, il ne coûte pas cher et il répond à des besoins immédiats pour les deux camps. Le Heat garde un minimum d'ambition tout en restant flexible, et les Kings commencent enfin à regarder vers le futur. Ce n'est pas un move qui va changer la face de la ligue, mais c'est un vrai deal à mon avis qui aurait du sens des deux côtés. Et ça, à Sacramento comme à Miami, vu ce qui s'y passe ces derniers temps, ce serait déjà pas si mal. Mais allez, il reste encore un trade à aborder, et je l'ai gardé justement pour maintenant. Je vais envoyer une bombe en mode bouquet final. Le deal que j'imagine, Milwaukee envoie Giannis Antetokounmpo à Houston, en retour, les Bucks récupèrent Jalen Green, Jabari Smith Jr., Jock Landale pour une histoire de salaire, le pick 10 de cette année via Phoenix, un autre tour du premier tour en 2027 toujours via les Suns, plus les deux autres picks en 2028 et 2030 qui eux appartiennent à Houston. Oui, ça fait une sacrée valise de choix de draft, mais bon, on parle de Giannis. Si t'es Milwaukee, j'en avais parlé en vidéo, en ce moment, t'es face à un mur. T'as déjà tout tenté pour garder ton ancien WMVP heureux, Jrue, Middleton, Lillard, et aujourd'hui t'es éliminé au premier tour pour la 3e année de suite avec un Dame blessé, un roster âgé et aucun vrai moyen de te renforcer à court terme. Tu n'as plus la main sur tes propres picks, et Giannis, lui, commence à évoquer timidement un possible départ. Bref, soit tu t'entêtes et tu regardes ton joueur emblématique partir pour nada dans 2 ans, soit tu coupes toi-même le cordon et tu prépares l'après. Dans ce scénario, les Bucks récupèrent 2 jeunes joueurs qui peuvent représenter une vraie upgrade, et ça c'est un bon début. Jalen Green, qui a certes encore besoin de stabilité, mais qui reste un scoreur explosif à seulement 22 ans, et Jabari Smith Jr., stretch force sérieux, bon défenseur, encore brut, mais avec un vrai potentiel. Mais surtout, tu récupères 4 premiers tours, dont ceux qui viennent des Suns. Tu ne reconstruis pas ton roster tout d'un coup, mais t'as de quoi entamer un vrai nouveau virage. Côté Houston, maintenant, soyons clairs, on change totalement de braquet. Fini le temps où on accumulait les jeunes et on draftait à l'aveugle en essayant de faire émerger un futur franchise player. Là, t'as enfin une base solide et t'es vraiment en position de passer au niveau supérieur. L'arrivée d'Giannis,
c'est le genre de mouvement qui transforme une équipe ambitieuse en prétendant sérieux. Il vient pas juste t'apporter ses 30 points, 12 rebonds et 6 passes, il te donne une identité, un standard. Tu sais que tu vas défendre, que tu vas courir et que tu vas poser des problèmes à n'importe quelle équipe de la ligue. Et ce qui est bien, c'est qu'en transférant 2 choix de draft en provenance de Phoenix, tu ne perds que 2 de tes pics, un bon compromis. Alors évidemment, il y a aussi des limites, sinon ce serait trop simple pour Ime Udoka. Le spacing, ça va être compliqué, surtout si tu fais jouer Giannis, Amen Thompson et Sengun en même temps. Aucun des trois ne stretch le jeu, mais je pense que tu peux compenser avec de gros shooters autour, et surtout avec une vraie hiérarchie, parce que là, Giannis devient direct le patron, et Udoka, en coach exigeant, saura faire cohabiter tout ça. Autre limite, l'âge. Giannis va avoir 31 ans, et avec son jeu qui se base beaucoup sur le physique, la question de la durabilité va commencer à se poser. Tu ne sais pas combien de temps encore il restera à ce niveau, mais pour moi, Houston peut vraiment prendre ce pari. T'es pas obligé d'aller jusqu'à inclure Sengun à mon sens, même si pas mal de rumeurs en parlent. Le meilleur deal pour Houston, c'est justement de garder son pivot All-Star, et si Milwaukee tient vraiment à lui, tu peux peut-être retirer un pic ou 2 dans la balance et finalement céder. Selon certains bruits de couloir, ça pourrait arriver, Houston serait ok. Et dans la version que je propose, avec tous les pics, Milwaukee a de quoi kiffer. Ils pourront drafter des joueurs qu'ils choisissent, ou encore les regrouper pour faire venir d'autres plus gros joueurs. C'est intéressant, ça donne de la flexibilité. C'est un trade qui n'est pas improbable, mais qui dépend de 2 choses. 1. Que Giannis exprime clairement qu'il est prêt à partir. 2. Que les Bucks acceptent de tirer un trait sur le passé en pensant enfin au futur. Et c'est ça qui rend la draft night aussi fascinante. Ce genre de deal, s'il doit se faire, c'est maintenant, quand les pics ont le plus de valeur, quand les franchises sont encore dans le flou, et quand tout peut exploser en une seconde. Bon, maintenant, peut-être que rien de tout ce dont je vous ai parlé ne se passera, mais peu importe en vrai, parce que j'ai hâte de cette soirée qui s'annonce complètement électrique. Je suis vraiment impatient de voir qui osera tout casser pour tenter un vrai coup de poker dans quelques jours. D'ailleurs, je suis assez curieux, vous en pensez quoi de mes trades? Y en a un qui vous semble réaliste, ou alors un autre qui vous semble complètement barré? Dites-moi tout ça en commentaire et n'oubliez pas de me balancer vos idées de moves les plus folles sur la trade machine. Qui sait, on tient déjà peut-être le prochain Sam Presti parmi vous. Alors n'hésitez pas, lâchez-vous, je vous attends.